Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre actualité est très chargée. Votre projet de loi pour lutter contre le terrorisme est en débat en ce moment au Sénat. Votre actualité concerne aussi les questions d'immigration. On a vu récemment des policiers manifester à Calais, ce qui n'est pas absolument courant. Nous aborderons également la question des chrétiens d'Orient. Et puis plus largement, vous êtes ministre de l'Intérieur en charge des cultes, la question de la place des religions dans la société française. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, bonjour, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, bonjour, et par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Une première question vous est posée par Corinne Laurent. Oui, Monsieur le Ministre, vous défendez devant le Sénat un projet de loi renforçant l'arsenal juridique de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui garantit son efficacité contre les risques djihadistes et qu'est-ce qui garantit aussi qu'il ne porte pas atteinte aux libertés individuelles ? Bernard Cazeneuve. Vaste question. D'abord, quelle est la situation ? Nous avons une augmentation très importante de ceux qui s'engagent dans des groupes terroristes, en Irak et en Syrie notamment, mais pas seulement, puisqu'il y a un très grand nombre de groupes terroristes sur la bande sahélo-saharienne en Afrique du Nord, pour des raisons qui tiennent notamment à l'effondrement de l'État libyen. Il y a en Libye désormais un pays sans État qui laisse libre cours au développement de ces groupes terroristes qui sont très présents en Libye. Le nombre de ceux qui se sont engagés, je le disais, a considérablement augmenté de 82% depuis le début de l'année 2014. Il y a à peu près 1 millier de Français qui sont concernés par ce sujet, mais tous ne sont pas sur le théâtre des opérations terroristes. Il y en a à peu près 360 sur le théâtre des opérations terroristes, notamment en Irak et en Syrie. Il y en avait près d'une centaine de moins au début de l'année 2014. Il y a à peu près 200 personnes qui sont revenues de Syrie, qui sont quelque part en transit et dont certains sont déjà arrivés sur le territoire national, plus de 120. Il y en a 200 qui ont émis le souhait de partir, qui sont encore sur le territoire national, et d'autres qui sont sur le chemin de la Syrie également, à peu près 200. Donc nous avons un phénomène qui augmente pas simplement en France, mais également en Europe. D'autres pays sont très concernés, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et par conséquent, face à cette réalité, nous devons agir. Pourquoi ? Parce que ceux qui partent peuvent trouver la mort sur le théâtre des opérations terroristes. Une quarantaine de Français ont trouvé la mort en Irak ou en Syrie. Ceux qui reviennent ont fréquenté en Irak et en Syrie les décapitations, les exécutions en série, les tortures, les crucifixions, et par conséquent reviennent avec toutes les digues qui sont tombées, avec comme seul instinct qui préside à leur acte, toutes les digues morales, oui, humaines, psychologiques. Et c'est un problème considérable, parce que lorsqu'ils reviennent sur le territoire national, le seul instinct préside à la violence quand toutes les digues sont tombées. Et par conséquent, cela représente un problème de sécurité pour les Français. Donc voilà quelle est la réalité de la situation. Alors quels sont les moyens que vous souhaitez mettre en œuvre ? Et par conséquent, dans la loi, nous prenons un certain nombre de dispositions. Quelles sont ces dispositions que nous prenons ? D'abord, éviter les départs. Éviter les départs précisément pour que ce processus de destruction psychologique n'intervienne pas. Éviter les départs aussi pour que des dispositifs préventifs puissent se mettre en œuvre en France. Vous savez qu'avant même que la loi ne soit votée, nous avons mis en place une plateforme de signalement pour les familles. Cette plateforme de signalement, depuis le début du mois de mai, a recueilli à peu près 450 appels qui ont permis d'éviter plusieurs dizaines de départs. Plusieurs dizaines. Près de 70. Et lorsque le signalement intervient auprès de la plateforme indique au préfet du ressort territorial de résidence des familles ou des jeunes qui sont susceptibles de basculer, l'identité de ces personnes, de manière à ce qu'il y ait un véritable dispositif mobilisant toutes les administrations de l'État, des collectivités locales qui se mettent en place, et ce dispositif est préventif. Donc il y a une action préventive extrêmement forte. De la même manière, nous travaillons à la lutte contre la radicalisation, la déradicalisation dans les prisons. Donc, premier objectif, empêcher les départs. C'est l'interdiction administrative de sortie du territoire. Éviter qu'une propagande ne se développe sur Internet qui conduise des jeunes vulnérables à basculer. Parce que
beaucoup de familles nous disent, c'est par Internet que le basculement se fait. Et puis essayer également, je vais comment on fait sur Internet? Et puis, troisièmement, une nouvelle incrimination pénale d'entreprises individuelles terroristes, parce que des gens s'auto-radicalisent et peuvent commettre des actes. Alors, troisième question que vous me posez, est-ce que tout cela est attentatoire aux libertés individuelles? Bien entendu, non. Et j'ai veillé à cela scrupuleusement. Je comprends que le débat ait lieu, il est normal qu'il ait lieu. Comme ministre de l'Intérieur, je l'assume volontiers et je réponds à cette interpellation car en démocratie, elle est toujours saine et elle appelle une réponse précise. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de remise en cause des libertés individuelles et collectives dans ce projet de loi? Premièrement, parce que ce serait une concession considérable, une première concession faite aux terroristes, dont le but est précisément de faire en sorte que la démocratie recule chaque jour davantage pour que la terreur s'installe. Je ne le souhaite pas. Deuxièmement, lorsque l'interdiction administrative de sortie du territoire est mise en place, elle se fait sous le contrôle du juge administratif, qui est un juge des libertés. Depuis l'arrêt Benjamin, l'arrêt Canal, on sait que le juge administratif, tribunal administratif, Conseil d'État sont des juges qui protègent les libertés publiques. Ça peut fonctionner concrètement? Et bien entendu, parce qu'il y aura un contradictoire, ça se fera en référé, c'est-à-dire dans les 24 heures qui suivent la décision. L'avocat de la personne qui se trouvera empêché de quitter le territoire pourra avoir accès à la totalité des éléments du dossier. Alors on me dit oui, mais certains éléments seront classifiés. Oui, mais nous élaborerons des notes blanches dans lesquelles nous donnerons tous les éléments dont les avocats auront besoin, et nous aurons d'ailleurs intérêt à le faire. L'État aura intérêt à le faire, parce que, bien entendu, il a intérêt à donner au juge tous les éléments dont il dispose, qui témoignent du risque d'engagement dans un groupe terroriste de celui qui se trouvera empêché. Avec des frontières parfois floues dans le risque d'engagement. Oui, mais enfin, quand nous avons un certain nombre d'éléments qui résultent des enquêtes conduites, des interceptions de sécurité, de la veille effectuée sur Internet, ou de déclarations qui ont pu être rapportées par des proches, témoignant de la détermination d'un individu à s'engager dans un groupe terroriste, l'inciter à le faire, ne pas le protéger de ce risque, serait totalement irresponsable. C'est de la police administrative, ça ne sont pas des lois d'exception, parce que la police administrative, elle est depuis très longtemps faite pour éviter des troubles à l'ordre public et des risques sérieux pour les personnes et pour la société. Cela, c'est sous le contrôle du juge. Il en est de même pour le blocage des sites Internet. J'ai d'ailleurs constaté à Luxembourg la semaine dernière, où avec les ministres de l'Intérieur, je rencontrais les grands opérateurs Internet, qu'ils étaient tous assez disposés à comprendre les mesures législatives que nous prenons, et d'ailleurs eux-mêmes sont en train de réguler leurs propres activités pour éviter que des images ou des sites de propagande ne se développent sur Internet. L'Islande l'a fait hier, je crois. Elle est dans l'espace Schengen, elle a interdit des sites. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Comment on fait pour bloquer Internet? C'est un sujet délicat. Et là aussi, il faut être extrêmement rigoureux et dire les choses telles qu'elles se présentent à nous. C'est un sujet délicat, pourquoi? D'abord parce qu'effectivement, Internet est un espace de liberté. Il ne faut pas que les mesures que nous prenons soient des mesures qui portent atteinte à l'espace de liberté qu'est Internet. Mais lorsqu'il y a des sites qui sont des sites appelant au terrorisme, ou provoquant au terrorisme, ou faisant l'apologie du terrorisme. Lorsqu'il y a des comptes Facebook qui sont des comptes qui véhiculent des vidéos de décapitation, de crimes, et qui sont de véritables comptes Facebook d'incitation à la haine. Il faut à ce moment-là que nous puissions, sous le contrôle d'une personne indépendante, d'une autorité indépendante, c'est ce que prévoit la loi, signaler aux opérateurs Internet ces faits pour qu'eux-mêmes, qui sont techniquement armés pour le faire, fassent cesser la diffusion de ces images, et s'ils ne le font pas, il y a le blocage. Alors on me dit, oui, le blocage pose deux problèmes. D'abord, ce n'est pas imparable techniquement, c'est vrai. Ensuite, il y a des dispositifs de blocage qui peuvent être extraordinairement intrusifs. J'ai devant l'Assemblée nationale indiqué que nous n'entendions pas mobiliser les dispositifs les plus intrusifs. J'ai précisé quelle serait la technologie mobilisée pour cela. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un débat très sérieux, très approfondi avec les opérateurs, parce que bien entendu, la question des libertés est posée. Alors, ce n'est pas imparable techniquement, mais même si je devais ne protéger que 20% de ceux qui ont accès à ces sites et à ces vidéos,
ce serait pour moi déjà considérable. Donc voilà pourquoi nous faisons cela, et puis aussi parce qu'il faut que les opérateurs, mais j'ai constaté avec satisfaction que c'était le cas à Luxembourg, soient appelés à la responsabilité. Alain Baron, Radio Notre-Dame, brûle de vous poser une question. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué l'action préventive pour éviter les départs, mais il y a aussi le problème du retour. Ces gens-là qui sont français vont revenir légitimement en France, sans doute. Est-ce que vous avez assez de moyens, notamment humains, pour les contrôler, les surveiller ? Il y a eu des ratés récemment d'Alain Cazeneuve. Lesquels ? Eh bien, ces trois personnes qui sont revenues de Syrie, de Turquie, et puis l'avion, l'information n'avait pas circulé. Oui, Voilà. mais soyons Marseille, précis. Parce Bernard que les Cazeneuve. Français ont besoin d'être rassurés, et pour être rassurés, il faut qu'ils soient convaincus que nous prenons 100% de précautions et que la mobilisation est générale. S'il y a eu ce raté au retour de Turquie, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de protocole entre la France et la Turquie permettant à nos officiers de liaison d'aller dans les zones d'embarquement pour s'assurer jusqu'au moment du départ que ceux qui reviennent de Turquie embarquent bien dans les bons avions. Et d'ailleurs, ces personnes qui revenaient de Turquie n'avaient aucune incrimination contre eux, aucun mandat d'arrêt international, et étaient, je le rappelle, dans des centres de rétention administrative en Turquie au titre d'une infraction au droit au séjour. Donc c'est pour des raisons qui tenaient à cette absence de coordination que ces problèmes se sont posés, pas en raison d'une déficience des services qui sont sous ma responsabilité. Pour ce qui concerne les services qui sont sous ma responsabilité, ils consacrent, et notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, mais pas seulement, parce que nous travaillons aussi avec les services du renseignement territorial, avec les services de police et de gendarmerie sur les territoires, avec aussi un certain nombre de services publics qui peuvent procéder à des signalements. La DGSI a perdu beaucoup de postes sous le quinquennat précédent, près de 120. Je le dis pour tous ceux qui, aujourd'hui, commentent les effets d'une situation qu'ils ont très largement contribué à créer, 120. Dans le budget que j'ai négocié et qui sera mis en œuvre dans le cadre du triennal, c'est 136 postes supplémentaires qui seront créés à la Direction générale de la sécurité intérieure, précisément pour faire face à cette situation. C'est 127 qui ont été créés depuis le début de l'année 2014. C'est 12 millions d'euros par an, pendant 3 ans, qui seront investis dans la modernisation des moyens technologiques dont dispose la Direction générale de la sécurité intérieure pour lui permettre d'être efficace. Donc nous armons nos services, nous les préparons, nous les dotons de moyens humains et technologiques pour leur permettre d'être plus efficaces. Est-ce que, pour autant, ces 100% de précautions que nous prenons, à travers les dispositifs préventifs, à travers les dispositifs de la loi, à travers la réorganisation de nos services et la montée en gamme de leurs moyens, permet d'assurer zéro risque? Non. Zéro précaution, c'est 100% de risque. Mais 100% de précaution n'est pas le risque zéro. Et donc, il peut toujours se passer quelque chose qui pose problème. Et je dois aussi à la vérité de le dire, c'est le cas dans tous les pays européens. Tous les échanges que j'ai avec mes collègues ministres de l'Intérieur en Europe tout peut toujours témoignent de cette préoccupation commune que nous avons, de cette vigilance qui nous mobilise et préside à notre action, et en même temps des risques qui s'attachent à la situation. Je dois également ajouter un point, c'est que nos services seuls ne peuvent rien. S'il n'y a pas une mobilisation européenne et de nouveaux dispositifs qui sont mis en œuvre au sein de l'Union européenne, il y aura des trous dans la raquette. Je le dis à tous ceux qui développent une démagogie sans limite, sous les apparences du bon sens, sur le thème « fermons nos frontières, nous n'aurons plus de problème ». C'est ignorer que ces combattants terroristes transitent tout au long de l'Europe, jouent avec les frontières, traversent les frontières parfois par la route pour prendre des avions dans d'autres pays en estimant qu'ils échapperont à nos contrôles. Et plutôt que de dire fermons nos frontières, il faut plutôt renforcer les moyens de coopération européens. De ce point de vue-là, le système d'information Schengen, c'est-à-dire le fichier Schengen, qui permet le signalement des personnes recherchées, qui permet un signalement spécifique sur lequel nous travaillons, combattants étrangers, qui permet d'articuler les différents systèmes d'enregistrement des passagers dans les aéroports au plan européen, et la garantie que ceux qui traversent les frontières, qui traversent les aéroports, pourront être identifiés à tout moment par la connexion du travail des services, par l'efficacité du système d'information Schengen. Donc je le dis, parce que certains expliquent qu'il faut suspendre Schengen.
Il faut modifier peut-être le code frontière Schengen, nous y travaillons. Il faut enrichir la base de données Schengen, le système d'information Schengen, nous le faisons. Il faut compléter les dispositifs d'enregistrement des passagers. C'est le combat que nous menons pour ce que l'on appelle le PNR européen, qui permettra dans tous les aéroports de connecter les fichiers, de savoir qui voyage, qui est dangereux. Ça, oui, il faut le faire. Mais expliquer qu'en nous enfermant derrière nos frontières, nous serons plus efficaces, c'est absurde, c'est le contraire. Nous rendrons notre pays aveugle et nous l'exposerons davantage au risque terroriste. Une dernière question de Benjamin Rosier, RCF. Alors justement, sur cette harmonisation européenne, vous parliez du fichier, notamment passager, d'un fichier européen. Là-dessus, cela nécessitera une modification de l'accord de Schengen. Et où vous en êtes avec vos partenaires européens là-dessus? Non, le fichier ne justifie pas du tout une modification de l'accord de Schengen. Il y a eu un accord de la Commission qui a suscité des interrogations du Conseil européen, du Parlement européen, puis le Conseil européen a trouvé un équilibre, puis la Commission Libé du Parlement européen, en désaccord avec la mise en place de ce PNR, bloque ce texte. Nous avons donc décidé d'aller avec les ministres de l'Intérieur devant la Commission Libé du Parlement européen, en disant à la Commission Libé, on a un problème considérable qui est celui du terrorisme, nous avons besoin de ce PNR pour être efficace, accepter qu'on le mette en place, en contrepartie de quoi nous pouvons, sur la protection des données, donner toute garantie dont l'Europe a besoin pour s'assurer que ce que nous faisons pour lutter contre le terrorisme est sans préjudice pour les libertés individuelles et collectives. Cette démarche-là, j'ai souhaité que nous l'engagions. Les ministres de l'Intérieur ont accepté que nous allions ensemble devant le Parlement européen. J'ai rencontré le président de la commission Libé du Parlement européen pour le convaincre de la nécessité de la chose, et par conséquent, là, nous sommes dans une bataille de conviction. Pour ce qui concerne le code Schengen lui-même, il peut être modifié à la marge. L'interprétation du code tel qu'il existe peut permettre aussi, sans modifier le code, d'améliorer les contrôles dans les aéroports. Moi, je souhaite par exemple que sur un certain nombre de vols, on puisse, y compris pour nos ressortissants, faire des contrôles un peu plus systématiques que ceux qui se produisent actuellement. Et ça, je pense qu'on peut le faire par exemple, sans modification du code de Schengen. C'est dans le texte du code de Schengen. Je pense que le texte du code peut appliquer. Schengen, si on en fait une interprétation intelligente, peut permettre de procéder à ces contrôles. Et il vaut mieux le faire tout de suite plutôt que d'attendre des modifications réglementaires qui prendront du temps. Et le temps est précieux dans la lutte contre le terrorisme. Une dernière question brève de Corinne Laurent pour une réponse brève. Vous irez donc au Parlement européen plaider pour J'irai au Parlement PNR européen avant la fin de l'année, absolument. Et l'objectif, c'est d'avoir des contrôles systématiques, vous venez de le dire, mais est-ce que... Mon objectif est double devant le Parlement européen. Ce blocage peut être levé. Mon objectif est double. Premièrement, faire en sorte que le Parlement européen soit convaincu de la nécessité de ce PNR et que la mise en place de ce PNR européen qui permet de connecter les fichiers de passagers. Par conséquent, d'avoir en tout aéroport une idée précise de ce que sont les personnes qui ont embarqué, qui sont inscrites au fichier des personnes recherchées, ou qui font l'objet dans le fichier Schengen d'un signalement combattant étranger. Ça montre bien l'utilité de Schengen et l'absurdité de vouloir suspendre le dispositif si on veut lutter contre le terrorisme. Donc nous avons besoin de cela. Et puis deuxièmement, il faut aussi que nous parvenions à convaincre les parlementaires européens de la nécessité de faire en sorte que dans le cadre de Schengen, nous puissions renforcer dans le contexte de lutte contre le terrorisme un certain nombre de contrôles aux aéroports. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Vous restez avec nous. Nous retrouvons dans un tout petit instant notre invité, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour l'interroger, Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question pour Radio Notre-Dame. Oui, monsieur le ministre, il faut se garder de tout amalgame, mais il faut bien reconnaître que ces jeunes qui partent faire le djihad, ils vont au nom de l'islam, d'un islam dévoyé, disent certains, mais de l'islam. Vous êtes aussi, en tant que ministre de l'Intérieur, ministre des cultes. Est-ce que vous avez développé une action particulière auprès des représentants de l'islam français à ce sujet ? Je les vois régulièrement d'abord. Et j'étais encore récemment à Carpentras à l'occasion de la fête de l'Aïd où j'ai rencontré la communauté musulmane de Carpentras. Et ça a été pour moi l'occasion de tenir un discours simple. D'abord, ceux qui partent dans ces groupes terroristes ne savent rien de ce qu'est la religion musulmane. Ils sont dans l'ignorance de ses principes, de son texte, de ses valeurs. C'est un dévoiement, vous l'avez dit vous-même.
utilisée par des groupes qui sont animés par des considérations politiques et de violence qui président à l'endoctrinement et non pas les principes de la religion musulmane elle-même. Et par Comment conséquent, réagissent vos interlocuteurs lorsque vous leur dites ça? Mes interlocuteurs, ils sont extrêmement choqués de voir que leur religion puisse être utilisée pour des actes de barbarie absolument abjects, immondes. Et beaucoup d'entre eux qui vivent leur religion en France dans la République, dans le respect de ses valeurs, dans la concorde avec les autres cultes. Moi, j'ai été très frappé de voir qu'à Carpentras, toutes les églises étaient représentées, toutes les églises monothéistes, dans un esprit de concorde, de fraternité, de respect qui racontait ce qu'est la France dans ses principes, dans ses valeurs, ce qu'est la République comme grande maison abritant tous ceux qui en son sein croient ou ne croient pas. Et par conséquent, je veux dire aux musulmans de France que ce qui se passe dans ces groupes terroristes n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Et par conséquent, nous avons aussi besoin d'eux pour nous aider à mener ce combat. Ils s'expriment beaucoup. Et ils le font dans des circonstances qui sont des circonstances dignes et profondes. L'appel qui a été lancé de façon très large, très forte, à l'occasion d'un beau rassemblement pour les chrétiens d'Orient, avait pour moi une portée, une valeur, une symbolique, une dimension qui était de nature à rendre optimistes tous ceux qui croient en l'humanité, en sa capacité à surmonter toutes les monstruosités pour retrouver ces valeurs d'harmonie. Donc moi je suis bien entendu très désireux de bien distinguer les choses. L'obscurantisme, l'ignorance, c'est le premier pas ou la première raison de la violence. Dans l'histoire longue de l'humanité, cela s'est produit pour d'autres religions. Ce que nous vivons là est absolument monstrueux, n'a rien à voir avec l'islam. C'est le résultat d'une ignorance brutale, d'une ignorance barbare, qui doit être qualifiée pour ce qu'elle est. Et je veux redire aux musulmans de France qui sont dans la République, dans une pratique de leur religion apaisée, respectueuse de l'autre et des valeurs de la République, qui ne sont pas comptables des actes de ces barbares. Benjamin Rosier, RCF. Dans votre dialogue avec les représentants de la religion musulmane en France, est-ce qu'ils abordent avec vous des engagements précis, concrets pour lutter contre cette radicalisation en leur sein, pour lutter eux-mêmes? Mais d'abord, les représentants du culte musulman des islams ont fait une déclaration qui est une déclaration d'adhésion aux valeurs de la République. Ils se sont exprimés pour dire leur dégoût profond de ces événements qui se sont produits en Irak, en Syrie, de ces décapitations barbares et abjectes. Ils ont eu des paroles fortes au moment de l'assassinat dans les conditions que l'on sait d'Hervé Gourdel. Et ils l'ont dit avec la volonté finalement du rassemblement de tous les Français et de tous les représentants des cultes dont ils étaient partie prenante. Et ils l'ont fait avec des déclarations fortes, souvent. Dans le contexte que nous vivons, toutes les déclarations d'apaisement, de rassemblement, de respect, de fraternité, de concorde sont utiles. Et les multiplier ne fait pas de mal. D'où que l'on parle, qui que l'on soit, dès lors qu'on a une parole publique qui peut porter, appeler au respect de l'autre, à la tolérance, essayer de faire en sorte que dans la République, qui est notre maison commune, nous puissions rassembler tous ceux qui ont en eux l'indignation de ce qui se produit. Tout cela est utile. Je ne dis pas que cela n'est pas fait, c'est fait, je viens de le dire, mais le faire davantage, d'où que l'on parle, qui que l'on soit, est utile dans le contexte. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la déradicalisation. Est-ce que vous menez une réflexion particulière pour prévenir en amont, peut-être y associer la communauté musulmane? Les préfets sont mobilisés, ça c'est l'aspect sécurité, mais est-ce que d'autres acteurs sont mobilisés, comme ceux de l'éducation nationale par exemple? Nous avons engagé cette action préventive à travers la plateforme et la mobilisation des préfets. Nous sommes en train de préparer une campagne de communication très forte qui a vocation à se déployer sur le pays dans l'ensemble de ses territoires et à appeler la mobilisation publique, bien entendu, sur ce qu'est la radicalisation, sur ce qu'est le terrorisme, sur la monstruosité des actes qui sont commis, sur l'impasse que cela représente pour ceux qui s'engagent et les risques
aussi. Ça sera sur les écrans. Ça sera sur les écrans. Il y aura une communication forte sur Internet, dans les territoires. Et bien entendu, je souhaite que sur la question de la radicalisation, notamment dans les prisons, mais pas seulement, nous puissions continuer le travail que nous avons engagé pour former des aumôniers qui, dans les prisons, font face à des groupes radicalisés un travail d'explication de ce qu'est la lettre et l'esprit de la religion musulmane. C'est absolument indispensable dans le contexte que tout le monde soit associé à cette démarche, les pouvoirs publics, et la les différentes religion autorités religieuses. Musulmanes, les autorités religieuses, les aumôniers, les cultes, tout le monde. La mobilisation doit être générale parce que ce qui est au cœur de ce combat, c'est le combat finalement pour les valeurs qui nous rassemblent par-delà les différences qui peuvent exister entre nous. C'est le combat pour que les valeurs humanistes que la République incarne, mais pas seulement, elles sont présentes dans le message du Christ magnifiquement, ces valeurs-là, et depuis des millénaires, que ces valeurs-là puissent continuer à présider aux relations entre les êtres dans la société contemporaine. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors justement, Monsieur le Ministre, parmi les victimes de ces combats que vous évoquiez à l'instant, il y a aussi nos frères chrétiens d'Orient. Est-ce que la France peut faire plus pour eux, les accueillir plus largement, ou alors est-ce que vous privilégiez la solution qui est de dire il faut qu'ils restent sur place? Et la France doit faire tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle doit faire pour les aider et pour les sauver. Nous avons, avec Laurent Fabius, quand les événements se sont produits en Irak, décidé de rencontrer les représentants des chrétiens d'Orient et les représentants de l'Église catholique. Nous l'avons fait avec une volonté d'écoute et de compréhension des événements qui se produisaient sur place. Et d'ailleurs, Monseigneur Barbarin revenait à ce moment-là d'Irak et les témoignages qui nous étaient apportés étaient extrêmement précieux et profonds et méritaient d'être entendus. Ce qui nous a été dit, c'est n'organisons pas le départ de tous les chrétiens d'Irak, parce que sinon c'est la consécration de la victoire de Daesh. Bon. Et en même temps, comme la pression s'est faite plus forte, on nous a dit aussi, faites en sorte que tous ceux qui sont persécutés puissent être accueillis. Donc nous faisons cela. Nous sommes en Irak, nous intervenons, nous avons pris nos responsabilités diplomatiques, internationales et militaires pour faire en sorte que l'avancée de ce groupe terroriste soit bloquée. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons pris ces responsabilités très vite, en étant, comme souvent, lorsque l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire les valeurs, la sécurité de l'Europe, à la pointe, en avant-garde au sein de l'Union européenne. L'action conduite sous l'impulsion du président de la République par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est de ce point de vue-là, en Europe, très remarquable. Et par ailleurs, nous avons organisé avec Laurent Fabius un dispositif qui permet d'accueillir les chrétiens qui souhaitent venir en France. C'est pas facile de trouver l'équilibre entre les maintenir sur place et les accueillir en France. Il faut dialoguer avec ceux qui sont sur place, représentant ces communautés. C'est ce qui se passe en ce moment. Discuter avec les représentants de l'Église en France. Je les remercie d'ailleurs pour le travail qu'ils ont fait. Ces représentants de l'Église catholique en France, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont été courageux, ils ont été pertinents, ils ont été à l'écoute aussi du gouvernement. Nous nous sommes écoutés mutuellement. 255 chrétiens sont arrivés. Il y a près de 400 dossiers qui sont aujourd'hui en cours d'examen pour pouvoir en accueillir d'autres. Et pour répondre à votre question, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger au maximum toutes ces minorités. Les chrétiens d'Orient, mais comme nous l'ont dit les représentants des chrétiens d'Orient, pas seulement eux, tous les autres qui sont persécutés. Et donc nous avons renforcé notre dispositif à Erbil notamment pour pouvoir instruire les dossiers, accueillir dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions, ceux qui relèvent de l'asile en France. Benjamin Rosier, RCF. Pour revenir sur la Turquie, on en parlait tout à l'heure, et rester quand même sur ce sujet Irak-Syrie, est-ce que vous ne trouvez pas que la position turque aujourd'hui est trouble? Et est-ce que ce n'est pas un peu le canard boiteux de cette coalition? Bernard Cazeneuve. Vous êtes allé en Turquie il n'y a pas longtemps. Oui, je suis allé en Turquie il n'y a pas très longtemps pour avoir sur la question du terrorisme, sur la question du retour de nos ressortissants qui se sont engagés dans des opérations terroristes, un dialogue extrêmement franc avec les autorités turques. Il faut éviter sur ces sujets-là les erreurs de parallaxe, c'est-à-dire le regard que l'on porte à partir d'un point qui est le nôtre sur une réalité qui est une réalité complexe. Je m'explique. Les Turcs voient passer des combattants étrangers en très grand nombre sur leur territoire issus de 83 nationalités. Les persécutions qui sont intervenues depuis des années maintenant en Syrie
ont conduit près d'1,5 million de réfugiés à venir en Turquie, où la Turquie assure leur accueil, avec les félicitations du HCR, sans beaucoup de concours. Par ailleurs, la Turquie voit repasser tous ceux qui repassent la frontière syrienne pour revenir en Europe. Ce sont des nombres absolument Donc c'est une plaque tournante extrêmement importante. Et par ailleurs, il y a en Turquie des cellules dormantes de Daesh, dont la Turquie s'occupe aussi. Il lui est reproché une frontière, notamment avec la Syrie, une frontière peu étanche vis-à-vis de ces mouvements de djihadistes, justement. C'est un reproche qui lui est fait. Oui, mais enfin, il faut... moi, j'essaie d'être juste dans le regard que je porte sur les choses. La Turquie est confrontée à l'ensemble de ces problèmes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que serait l'État français s'il devait voir transiter des combattants étrangers par milliers, c'est près de 10 000 combattants étrangers, s'il y avait 1,5 million de réfugiés qui arrivaient subitement à la frontière, s'il y avait aux portes de la France des terroristes en nombre, etc. Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est bien avoir à l'esprit ce contexte quand même très particulier, qui est difficile pour les Turcs, faire en sorte que nous maintenions en permanence le dialogue avec eux pour que leur engagement soit de plus en plus marqué, de plus en plus fort. C'est le cas, ils se sont engagés dans la coalition et que nous parvenions, par un dialogue étroit, par des relations diplomatiques intenses, par des contacts réguliers, à faire en sorte que cette confiance créée justifie d'un engagement de plus en plus fort de la Turquie dans la zone. Voilà quelle est notre stratégie. Alain Baron, et d'ailleurs, Laurent Fabius, sur la situation de Kobané, comme sur d'autres sujets, est en contact direct et constant avec les autorités turques pour essayer de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises, que la situation progresse et évolue. Comme moi, je suis en contact constant avec mon homologue turc sur les aspects sécuritaires qui engagent la coopération de nos services pour faire en sorte que l'on travaille ensemble dans de bonnes conditions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a un autre pays avec lequel, qui est aux avant-postes de cette lutte antiterroriste, c'est l'Algérie. On a l'impression que les choses sont toujours très compliquées avec l'Algérie. Ce n'est pas simplement l'affaire de Tibérine, sur laquelle enquête deux magistrats, mais est-ce que la coopération sécuritaire se fait bien avec l'Algérie? La réponse est oui. Oui. Elle se fait bien, nous sommes dans une relation de confiance. Avec l'Algérie, nous avons des relations quasi quotidiennes. Il faut bien comprendre que l'Algérie a vécu le drame de la période 90 avec des morts par dizaines de milliers en Algérie résultant du retour d'un certain nombre de combattants d'Afghanistan en Algérie qui s'étaient radicalisés, qui ont commis des crimes dans des conditions dont chacun se souvient. Et par conséquent, l'Algérie n'a aucune envie de voir ressurgir tout cela. Donc les relations sont de confiance, elles sont de qualité, elles sont respectueuses bien entendu de la souveraineté de ce grand pays. Et je me rendrai d'ailleurs en Algérie à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, pour des réunions de travail avec mon homologue. Et ces réunions permettront de conforter encore ces relations. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la visite du juge Trévidic sur le dossier des monastères, des moines de Tibérine, pardon? Je ne répondrai pas à cette question parce que moi je ne sais pas ce que sont les objectifs de l'enquête du juge Trévidic, et c'est très bien comme ça parce que les juges sont indépendants et ils conduisent leurs investigations fort heureusement sans en rendre compte, notamment au ministre de l'Intérieur. Moyennant quoi, le ministre de l'Intérieur fait toujours une faute lorsqu'il commente les investigations conduites par les juges indépendants, fussent-ils antiterroristes. Donc je connais le juge Trévidic, j'ai pour lui beaucoup de considération et d'estime, mais j'ai aussi beaucoup de considération pour le respect des règles constitutionnelles. Et les assassins de M. Gourdel, vous avez bon espoir qu'on les retrouve? Mais comme l'a indiqué le président de la République, ils doivent être retrouvés et châtiés. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Alors, Monsieur le ministre, vous avez défendu un plan européen sur l'immigration auprès de vos partenaires européens. C'était fin août, fin de l'été, et début septembre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux avec ce plan Frontex Plus
pour la lutte contre l'immigration clandestine en Europe, qui malheureusement est la source de drames humains terribles, comme on l'a vu ces dernières semaines. Bernard Cazeneuve. D'abord, ce n'est pas un plan Frontex Plus, c'est un plan européen dans lequel il y a une opération Frontex qui a vocation à se substituer à l'opération conduite par les Italiens, appelée Mare Nostrum, qui est une opération de sauvetage en mer. Dans le plan que j'ai défendu, il y avait plusieurs éléments. D'abord, faire en sorte que Mare Nostrum soit une opération qui s'éteigne progressivement. On me dira, mais c'était une opération de sauvetage, elle sauvait des vies. C'est vrai, et il faut remercier les Italiens d'avoir engagé cette opération. Ils s'en sont plaints du reste, parce qu'il y a eu un afflux sur le territoire italien. Mais le problème de cette opération, si vous voulez, c'est qu'elle a sauvé plus de vies et qu'à la fin, il y a eu plus de morts. Elle a échoué, cette Elle a opération? échoué? Non, elle a posé ce problème-là. Pourquoi? Parce que les acteurs d'immigration irrégulière, qui sont très présents en Afrique du Nord, ont profité de cette opération de sauvetage qui était au plus près des côtes libyennes pour dire à des personnes qui étaient dans une situation de détresse extrême, vous pouvez prendre la mer, les embarquements étaient de plus en plus frêles, le voyage était de plus en plus aléatoire, mais vous serez sauvés. Et les sommes prélevées sur ces migrants par ces acteurs de l'immigration irrégulière qui procèdent à une véritable traite des êtres humains étaient de plus en plus importantes. Donc il y a eu plus de sauvetage. Donc c'est un paradoxe. Mais Ce plan a finalement... Donc c'est ça la réalité. À partir de ce moment-là, nous avons souhaité, la France, faire des propositions qui m'ont mobilisé pendant l'été et que je suis allé présenter à mes homologues de l'Union européenne. Ces propositions, c'est substituons une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, Frontex Plus, appelée Triton à Mare Nostrum. Cette opération sera une opération de contrôle des frontières extérieures, mais ce sera aussi une opération qui, s'il y a un naufrage, interviendra parce que le droit de la mer s'appliquera à elle. Mais d'abord une opération de sauvetage en mer, ce sera une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc plus près des frontières européennes, plus loin des frontières libyennes. Premier point. Deuxième point, une véritable coordination européenne pour les migrations en Méditerranée centrale, parce qu'il y a les actions des États sur l'asile, on le voit à Calais. 2, il y a l'action de la Commission. 3, il y a l'action du HCR. 4, il y a les préoccupations des pays de provenance. Ça fait beaucoup de monde. Bon, donc il faut coordonner tout ça. 2, une coordination. 3, il faut que nos amis italiens, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, appliquent les règles de Schengen et de Dublin au moment de l'arrivée des migrants en Italie. C'est-à-dire que les empreintes soient prises, que l'enregistrement dans les banques de données Eurodac soit fait pour pouvoir procéder aux réadmissions. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, les Italiens ne le font pas. Il faut le faire. Il faut le faire de façon systématique. Et il faut que l'on aide les Italiens à le faire, parce que la situation est difficile pour eux. Il faut envoyer des agents de Frontex, éventuellement des agents de nos forces de police sur place, pour les aider à le faire. Troisièmement, après Frontex Plus, Triton, après l'enregistrement, après la coordination, il faut quatrièmement une véritable stratégie qui consiste avec le HCR à identifier dans les pays de provenance ceux qui relèvent de l'asile parce qu'ils ont été persécutés, pour éviter ce cheminement très meurtrier et démanteler dans le même temps de façon radicale, forte. On peut le faire, ça? Est-ce qu'en Libye, on peut démanteler les mafias? Les filières de l'immigration irrégulière. En France, nous avons augmenté le nombre de filières de l'immigration irrégulière, démantelées de 30% en 2014. Il y avait eu 30% de filières démantelées en plus en 2013 également. Cette année, c'est plus de 210 filières au mois d'octobre, on en aura plus, j'espère, d'ici la fin de l'année, qui ont été démantelées, filières de l'immigration irrégulière. Ces filières sont présentes dans les pays de départ, elles sont parfois aussi présentes dans les pays d'arrivée, chez les Britanniques. C'est la raison pour laquelle, dans l'accord que j'ai passé avec les Britanniques, qui va conduire les Britanniques à mettre 15 millions d'euros dans la sécurisation et des actions humanitaires à Calais, il y a aussi la volonté affirmée par les Britanniques de travailler en très étroite liaison avec nos propres services pour démanteler les filières de l'immigration irrégulière qui sont très présentes en Grande-Bretagne. Donc voilà ce qu'est ce plan européen. Il est nécessaire, pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année 2014, nous sommes à 120 000 migrants arrivés en Italie par... spécialement par l'Italie, justement. Par l'Italie, par les moyens que j'indiquais, qui ont la part d'insécurité que l'on sait. Et il y en aura... Comment ? Combien sont passés en France ? En France, il en est passé à peu près 15 000, et sur ces 15 000, nous en avons réadmis près de 8 000 en Italie.
Bon. Et la pression à Calais vient de là. Et donc je dois aussi traiter de la question à Calais. Et je dois aussi, par-delà les mesures européennes que j'ai prises, faire en sorte que les moyens à la frontière franco-italienne soient là pour veiller à ce que les choses se passent bien. Je l'ai fait. J'ai entendu qu'il y avait des interrogations sur le fait qu'il y avait une inadéquation entre la réalité du contexte et les moyens. Je veillerai à ce qu'on corrige cela. Et par ailleurs, à Calais, il y a entre 1500 et 2000 migrants. Que fait-on ? Je veux que l'on renforce les moyens de notre administration en charge de l'asile pour inviter tous ceux qui relèvent de l'asile à le demander en France et répartir ces demandeurs d'asile dans ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile partout en France. J'ai renforcé les moyens de l'OFPRA et de l'OFII. 2, je souhaite que tous ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière soient reconduits à la frontière. Et j'assume cette position, parce que sinon il n'y aura pas de soutenabilité de ce que nous faisons en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Nous avons augmenté de 30% les reconduites à la frontière à partir de Calais et en France en général. Et troisièmement, il faut créer les conditions d'un soutien, d'une aide aux migrants à Calais. C'est la raison pour laquelle, dans un dialogue avec les associations, avec la mairie de Calais, j'ai accepté le principe d'un accueil de jour pour que, pendant la période hivernale, aucun problème sanitaire, aucune vulnérabilité de la population ne se développe sans que l'État prenne ses responsabilités. Corinne Laurent-Lacroix. Justement, à Calais, les policiers se sentent abandonnés. Ils ont mené en début de semaine une opération escargot pour réclamer des effectifs supplémentaires. Qu'est-ce que vous prévoyez pour faciliter leur travail ? Et puis, bon, vous l'avez largement développé, comment améliorer le sort des migrants sur cette zone ? Je comprends les préoccupations exprimées par les policiers. Je sais aussi que nous sommes dans une période particulière pour eux, où ils aiment à faire prévaloir leur point de vue. Il y a des élections professionnelles, c'est légitime. Mais soyons justes, les moyens à Calais ont été augmentés. Et nous avons mis 2 compagnies de CRS. Je viens de mettre une demi-compagnie supplémentaire. Il voit bien que jamais autant un gouvernement ne s'est mobilisé sur ce sujet. Nous avons pris une initiative européenne. Je vois que certains préconisent qu'on mette en place un Schengen 2 et font des commentaires tous les jours sur la situation Nicolas Sarkozy, de la politique migratoire notamment. Mais qu'ont-ils fait ? Des accords du Touquet non appliqués par les Britanniques, qui n'ont jamais rien financé à Calais, qui n'ont jamais été sollicités pour le faire. Je le fais. Une opération européenne en panne, faute d'initiative de l'Union européenne. La France est à l'initiative, elle propose qu'on sorte de Mare Nostrum, elle mobilise Frontex, elle met en place des dispositifs avec les autres pays de l'Union européenne et la Commission pour faire en sorte qu'en Italie, les règles de Dublin et de Schengen soient appliquées. Nous poussons l'Union européenne à réfléchir sur une répartition des demandeurs d'asile entre les différents pays de l'Union européenne pour faire naître une véritable politique de l'asile en Europe qui tienne compte des efforts déjà faits par les pays d'accueil. Je me souviens d'une époque où on survolait en hélicoptère à Calais ce que l'on appelait la jungle sans qu'aucune solution ne soit jamais apportée. Nous sécurisons le port grâce à la mobilisation des fonds de l'État et des fonds du gouvernement britannique. Nous engageons un dispositif d'accompagnement des migrants qui sont en situation de vulnérabilité à travers la mise en place de cet accueil de jour. Et je mets en place une loi sur l'asile qui doit permettre de traiter en 9 mois le dossier des demandeurs d'asile, là où ils étaient traités auparavant en 24 mois, en renforçant les moyens de l'OFPRA. Donc c'est bien de faire des commentaires, mais moi je ne suis pas là pour parler. Je suis là pour agir. Je préfère parler peu et agir plus que de parler beaucoup en laissant tous ces dossiers pourrir, en les instrumentalisant à des fins politiques. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Un sujet un peu plus léger, si vous voulez bien, avec la réforme territoriale, tout le monde... Ce n'est pas un sujet léger. J'aimerais qu'il le soit. En termes humains, je veux dire, en termes de misère humaine. C'est un sujet lourd, difficile et compliqué. Alors, on a l'impression que personne n'est vraiment content. Les Bretons ont manifesté, les Alsaciens aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a été mal expliqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Nous touchons là à des choses de fond. D'abord, nous avons besoin de réformer nos territoires si nous voulons faire en sorte que nous ayons des territoires plus forts avec une simplification du millefeuille territorial et des économies budgétaires. Parce que moi, je ne suis pas un démagogue, des économies budgétaires, il faudra en faire.
Nous faisons 50 milliards, nous voyons que c'est déjà très difficile. Je rappelle, vous avez été ministre du Budget. Certains proposent de faire 100 à 150 milliards. Il faut faire des économies. Et ces économies, on ne les fera pas à structure inchangée. Si on veut faire des économies, il faut mutualiser des frais de fonctionnement, il faut simplifier le fonctionnement des collectivités locales pour dégager des marges de manœuvre. Donc il y a ce devoir-là. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'avoir des régions qui soient à dimension européenne. Les régions constituées ont, à travers les pôles de compétitivité, à travers des investissements structurants dans les énergies renouvelables, je le vois dans ma région, à travers les coopérations qui sont nouées entre la Haute et la Basse Normandie, développer des politiques nouvelles qui justifient qu'on les rapproche. Et puis, troisièmement, il y a, dès lors qu'on engage une grande réforme territoriale, des questionnements récurrents sur l'unité et l'indivisibilité de la République dans ses valeurs versus les identités régionales. En lisant d'ailleurs les débats qui se sont produits sous la Révolution française au moment de la création des départements, je retrouve mais les mêmes tensions, c'est une vieille histoire. J'invite tous les historiens à les regarder. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut convaincre. Mais comment convaincre ? En étant présent au Parlement, en voyant les parlementaires, en expliquant ce que nous faisons, en acceptant aussi de faire des compromis avec eux, en essayant de faire en sorte que le désir d'identité, le besoin d'identité, l'attachement à un certain nombre de territoires ou de traditions ne s'érige pas contre la nécessité pour la République de se moderniser et de garder son unité, son indivisibilité. Cet équilibre-là, il est l'équilibre de l'histoire de la France. Là aussi, vous avez bon espoir que... Mais moi, je ne peux pas me lever le matin, compte tenu du paquet de sujets qu'on vient de traiter. Si vous envoyez un facile, vous le dites, en n'ayant pas d'espoir, en n'ayant pas d'optimisme, en n'ayant pas d'énergie, en n'ayant pas de détermination. Je rencontre souvent des journalistes qui me disent « Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet de ceci ? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cela ?» Et toutes les questions commencent désormais par « Est-ce que vous n'êtes pas inquiet ?» Mais je ne peux pas faire le travail qui est le mien en étant inquiet. Et le travail qui est le mien, on ne le fait qu'en étant dans la maîtrise, en étant dans la volonté, et en étant dans la lucidité sur les difficultés qui se présentent à nous sur tous les sujets, qui ne sont pas minces sur la réforme territoriale et qui appellent du dialogue, de la conviction, de la pédagogie, du temps passé, notamment au Parlement. Mais ça tombe bien puisque j'aime le Parlement. Alors une dernière question peut-être inquiète de Benjamin Rosier. Alors en fait, je voudrais revenir sur l'immigration, puisque votre position sur la reconduction à la frontière des immigrés clandestins est très claire, vous l'assumez. Vous avez déclaré récemment « Une gauche de posture manque de maturité et ne raisonne pas en termes d'efficacité ». Sur l'immigration, c'est un tabou qui doit tomber à gauche ? Non, mais cette histoire des tabous qui doivent tomber est une histoire réitérée. C'est moins d'idéologie, plus de pragmatisme. Moi j'ai un problème, je le règle. Et je le règle en conformité avec mes valeurs. En tout cas, ça a généré beaucoup de réactions dans votre camp politique. Oui, mais je pense qu'il faut essayer de s'éloigner au maximum des faux débats pour essayer de traiter les vrais sujets. Quel est le sujet sur l'immigration ? Nous avons aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent aux persécutions dont un certain nombre de populations sont victimes, et qui sont des persécutions atroces, épouvantables, barbares, la nécessité, je dirais même le devoir, l'exigence morale d'accueillir en France des demandeurs d'asile. Tous ceux qui relèvent de l'asile en France doivent être accueillis. Ils doivent l'être dans des conditions dignes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui on attend des mois, l'OFPRA n'a pas les moyens, il n'y a pas le nombre de places qu'il faut en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ma réforme de l'asile, qui commencera à être discutée au Parlement le mois prochain, ce sont des solutions face à tous ces problèmes. Mais si l'on ne relève pas de l'asile, si on a passé tous les obstacles sans succès, parce qu'on ne relève tout simplement pas de l'asile en France, on peut toujours dire vous ne relevez pas de l'asile mais vous allez rester, dans ce cas-là il n'y a plus de droit d'asile en France, l'asile perd de son sens, de sa signification, et dans ce cas-là on reconduit à la frontière parce que c'est le principe même de la politique de l'asile. Moi je veux des procédures plus courtes, plus humaine, le renforcement des droits des demandeurs d'asile, l'accueil de tous ceux qui en France relèvent du droit d'asile, parce que c'est la tradition française qu'elle doit être portée haut, et que dans le contexte de barbarie que l'on voit se déployer dans un certain nombre de territoires, il est de notre devoir d'accueillir. Mais dès lors qu'on ne relève pas de l'asile, il faut... En même temps, est-ce que les valeurs qui sont les nôtres d'accueil, de respect, et que je porte au fond de moi depuis mon plus jeune âge, depuis... les premiers instants de l'exercice de ma conscience politique, est-ce que cela doit nous conduire à dire, acteurs des filières de l'immigration irrégulière, organisez les flux, continuez les traites des êtres humains, faites venir ici qui vous voulez, il n'y aura pas de réaction de l'État français parce que nous accueillons tout le monde dans n'importe quelle condition, d'où qu'ils viennent et quelles que soient les circonstances. Non, parce qu'il y a des règles
qu'on est dans un état de droit, qu'il y a des filières du crime, parce que les filières de l'immigration irrégulière sont des filières du crime, qui ne sont pas sans lien avec des filières mafieuses, qui organisent la traite des êtres humains, des enfants. Et moi, de gauche, je suis pour que l'on mène ce combat-là. C'est conforme à mes valeurs. Ces filières, je veux les démanteler et je veux qu'on reconduise à la frontière ceux qui en sont les acteurs, les protagonistes et aussi ceux qui arrivent sur le territoire national à travers le truchement de ces filières et qui ne peuvent pas rester en France parce qu'ils ne relèvent pas des règles que nous avons établies. Voilà très simplement quelle est ma position. Merci à vous Bernard Cazeneuve, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité la semaine prochaine sera André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale, et donc nous aborderons à nouveau ce vaste sujet. Merci à vous de votre fidélité. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.